Bonjour à toutes et à tous pour cette leçon que nous allons consacrer aujourd'hui aux céréales et au pain dans les Pyrénées, avec en sous-titre géographie d'une alimentation. Alors la géographie de l'alimentation se définit d'une part en termes quantitatifs, en mesurant essentiellement le nombre de calories par personne et par jour, et en espèces qualitatives avec la désignation des espèces d'aliments entrant dans la nourriture d'une population donnée dans un espace délimité. Mais la géographie de l'alimentation, ce qui la distingue des autres sciences humaines, possède une dimension spatiale et une dimension paysagère qui permet de faire des approches originales. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des céréales dans les Pyrénées et en particulier des céréales panifiables, des céréales pour l'alimentation de l'homme. Depuis les origines, la production de céréales dans les Pyrénées a constitué le premier volet de l'économie agricole, quand le pastoralisme en constituait le second. Et pendant longtemps, les Pyrénéens, les paysans pyrénéens se sont efforcés de produire à tout prix des biens vivriers pour pouvoir s'auto-alimenter dans le cadre d'économies autarciques et souvent en luttant contre une nature qui n'est pas favorable forcément aux cultures, puisque la vocation première de la montagne, c'est une vocation herbagère. Et depuis la grande mue technico-scientifique qui a affecté tous les pays d'Europe occidentale à partir du début des années 50, on a eu un grand basculement, mais ce grand basculement avait déjà commencé avec la révolution industrielle dans les Pyrénées, qui avait amené de l'industrie, bien sûr, mais surtout qui avait provoqué une vidange de population, un intense exode rural. Donc, comme le note Albert de Mongeon dans la bibliographie, et vous trouverez son livre dans la bibliographie que je joindrai à la fin de ce cours, comme le note de Mongeon, de plus en plus, et toutes les fois qu'il le peut, le montagnard renonce à la culture du grain. Et quand il dit culture du grain, il prend le terme grain au sens anglo-saxon du terme, c'est-à-dire le blé, mais aussi le seigle, mais aussi le maïs, bref, toutes les céréales. Donc, une, une, une telle évolution a commencé avec la révolution industrielle, exode rural, deux guerres mondiales, et puis cette grande mue technico-scientifique dont je vous parlais, et qui a accéléré le mouvement et la disparition des cultures de céréales, à tel point que nombre d'entre nous, vu l'âge moyen des adhérents de l'UTL, que nombre d'entre nous conservent en mémoire, et ça se caractérise par, par une rapidité extraordinaire, et ça s'achève en notre début de siècle. Mais le pain reste ancré dans les habitudes alimentaires, euh, que ce soit pour faire du pain comme actuellement, et nous y reviendrons, bien sûr, avec des boulangeries rutilantes. C'est ce que je montre sur cette diapo partie gauche, ou alors pour retrouver dans un retour aux sources qui compense la rapidité de l'évolution, pour retrouver des pains traditionnels comme on verra qu'ils se fabriquaient dans chaque maison. Donc, il y a là toute une série de pratiques alimentaires qui subsistent, mais aussi le souvenir de, de traditions en partie récupérées par l'actuelle post-modernité. Dès lors, voyons quelle est la problématique de cette leçon que je vais, comme d'habitude, confinement oblige, répartir en deux séquences de 40 minutes chacune.
Donc, la problématique, le fil rouge, à partir du récit de la disparition de l'économie frumentaire dans la plupart des vallées pyrénéennes, le fil conducteur va consister à opérer le départ entre une geste largement effacée, des modes de vie récemment rompus et les paysages ruraux de la montagne qui conservent la trace de ceci. Palimpseste de modes de vie encore présents dans les représentations collectives des acteurs actuels. Et nous sommes les acteurs actuels, bien sûr, parce que nous sommes pyrénéens. Les acteurs actuels au nord comme au sud de la chaîne. Et le plan sera en 3 parties. Première partie, la seule que nous traiterons aujourd'hui, cultiver les emblavures, une lutte opiniâtre contre la nature qui vient d'être récemment abandonnée, mais qui a continué pendant des siècles et des siècles, bien sûr. Ensuite, fabriquer et manger du pain et d'autres céréales, parce qu'on ne mangeait pas, on ne consommait pas que du froment et que du seigle. Et puis, dans une troisième partie, on verra l'empreinte sociale et culturelle de la farine et du pain. Donc, première partie, cultiver les emblavures, une lutte opiniâtre contre la nature récemment abandonnée, que l'on va subdiviser en 3 grands volets. D'abord, un abandon inéluctable, et un abandon qui a été opéré, mais vraiment avec soulagement, parce que on va le voir, c'était très dur, mais je ne voudrais pas sombrer dans cette espèce de misérabilisme du passé qui correspond en même temps à une espèce d'exaltation de celui-ci. On va faire le départ tout au long de ce cours. Deuxième volet, la céréaliculture, même si elle est récemment disparue, reste sous-jacente dans les paysages actuels. Et puis, on verra les productions, avec un volet histoire passée de la geste céréalière, et puis les activités actuelles, ou plutôt les activités actuelles, et puis la geste passée de l'histoire passée de la geste actuelle. Donc, donc euh, une première image, transport de fumier, on est en 1965, il y a un demi-siècle, hein, à Escotte, en vallée d'Aspe, avec ce magnifique attelage de vaches béarnaises aux belles cornes en lyre et toutes les deux couvertes de la menthe qui leur permettaient de ne pas prendre froid. Vous savez que les vaches, c'est très fragile. Voilà, donc il y avait là un élevage qui était complètement différent des élevages que l'on pratique actuellement. Donc, la montagne pyrénéenne a fortement changé. D'abord, chronologiquement sur le versant nord, ensuite sur celui du sud. Et elle est passée d'une polyculture de pente à base de céréales panifiables auquel s'ajoutait un pastoralisme que nous connaissons bien. Elle est passée de ce binôme polyculture-pastoralisme à une économie touristique et uniquement herbagère actuellement, en ne conservant les emblavures sur le versant sud aux seules parcelles tractables, pourvu qu'elles soient remembrées en vastes unités, et sur le versant nord, au seul maïs, et encore, on va voir de quel maïs il s'agit. Donc, premier point, un abandon inéluctable. La fin de la polyculture montagnarde a vu la diminution et quasiment la disparition de nombre de ses composantes, à commencer par les céréales, mais aussi les prairies irriguées, et sur les deux versants, les cultures délicates, comme les arbres fruitiers ou la vigne. Alors il reste de la vigne, mais dans les contrebas, en se servant d'ailleurs de l'image de la montagne, comme nous en avons déjà parlé dans ce cours et comme je l'écris dans plusieurs articles de revue que certains d'entre vous connaissent. Cette évolution affecte les Pyrénées, mais elle concerne toutes les montagnes d'Europe.
toutes les montagnes d'Europe depuis la révolution industrielle. Toutes ces montagnes ont été marquées par un intense exode rural. Le mot exode rural est un mot de journaliste qui a fait florès. C'est le départ des populations rurales vers les villes. Alors en France, comme je le disais tout à l'heure, mais je le répète, accélération avec les deux guerres mondiales, et puis les monuments aux morts, on en a déjà parlé plusieurs fois dans mes cours, eh bien, la longueur des listes de morts montre que la montagne pyrénéenne a fortement donné sa contribution. Sur le versant sud, en Espagne, il y a eu les guerres civiles, ces guerres carlistes du XIXe siècle, qui ont été vraiment très intenses dans les Pyrénées, de la Navarre à la Catalogne, et puis trois guerres carlistes quand même, et puis finalement là-dessus, la guerre civile de 36-39, 17 juillet 36, 1er avril 39, c'était pas une farce, qui a vu beaucoup de batailles dans les Pyrénées, le départ de nombreuses populations et de nombreuses destructions. Par contre, cet exode rural, que l'on présente souvent comme inéluctable, a été très très ralenti dans les pays qui très tôt ont pris des mesures de protection en faveur de l'agriculture paysanne. Et je pense là à la Confédération helvétique, à la Suisse, notre voisine, mais aussi à l'Autriche. Pour en revenir à nos Pyrénées et à toutes les montagnes françaises, nous avons un processus de décadence qui s'accélère avec la dépopulation. Et là, je cite une nouvelle fois le livre de Demangeon que vous trouverez en bibliographie dans la géographie universelle de la France, publié en 1945. Alors, il faut bien le dire, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les notations des géographes qui utilisent des enquêtes, des observations personnelles datant de la guerre, de l'avant-guerre et de l'après-guerre, on est en 1950, toutes ces observations montrent la difficulté de l'agriculture de montagne en général et de la céréaliculture de montagne en particulier. Et je cite de Mangeon, les céréales, ouvrez les guillemets, les céréales de printemps, souvent semées en mai, mûrissent péniblement avant les premiers froids de l'automne. Donc là, nous avons de la céréale de printemps différente de la céréale d'hiver. Le blé d'hiver passe l'hiver en terre. Il va souffrir du froid, mais développer son système radiculaire qui, le printemps et les beaux jours revenus, vont lui permettre de pousser ce système de racines. On appelle ça la tale. Hein. Donc, ce système de racines permet au blé de mieux pousser, surtout de rester bien droit jusqu'au moment, bien vertical, de ne pas se coucher, jusqu'au moment de la moisson. Donc, je reviens de Manchon, les céréales de printemps, souvent semées en mai, mûrissent péniblement avant les premiers froids de l'automne. Donc, on a toujours une agriculture, un peu une agriculture de Paris. Il dit plus loin, page 369 de l'ouvrage, dans la haute vallée d'Aspe, aux Pyrénées, le blé ne se sème qu'en avril-mai. Le maïs semé au 1er mai vient mal et ne mûrit pas avant octobre. Et ça continue d'ailleurs. C'est pour ça que l'on fait, comme je vous l'annonçais tout à l'heure, essentiellement du maïs en silage maintenant pour l'élevage. Dans son livre Géographie des Pyrénées françaises, Paul Arquet en 1943, de Mangeon c'était en 1946, Paul Arquet en 1943, il écrit que la polyculture à base de blé s'imposa longtemps sur le versant nord à cause des difficultés de communication, de ravitaillement extérieur. Chaque vallée s'efforçait jadis de se suffire sans faire appel aux pays en contrebas. Mais dès le début du siècle passé, dès le début du XXe, les paysans pyrénéens ont cessé de s'acharner à produire des denrées alimentaires qu'il était possible de faire venir à moindre prix de régions beaucoup plus favorisées. Donc on voit que la céréaliculture a été très vite plombée.
Et Paul Arquet de poursuivre, toujours en 1943, le blé froment, producteur de pain blanc, passe presque pour une culture de luxe. Le seigle se maintient quelque peu dans la partie orientale où en même temps il fournit le chaume des toitures et remplace la litière et remplace pour la litière, pardon, la fougère des pays de l'Ouest. Donc, on produisait des céréales en même temps pour faire la toiture des chaumières, mais en même temps pour faire de la litière, surtout dans la partie est de la chaîne. Mais pour Paul Arquet, la partie est de la chaîne commence en gros à la Bigorre. Et il constate que subsistent deux cultures alimentaires face au recul des céréales, toujours Paul Arquet, le maïs, dont je vous parlais tout à l'heure, et dont on verra la prochaine fois que le maïs rentre dans la composition rentrer plutôt dans la composition de l'alimentation humaine, et puis les pommes de terre. On ne pense jamais aux patates, aux truffes, comme disent les Béarnais, ou alors aux mandores, comme on dit dans la vallée d'Or. Mais les pommes de terre dont tout le monde se plaît à souligner qu'elles ont été introduites en France par Parmentier au XVIIIe siècle, qui a su convaincre le roi d'en consommer, les patates étaient dans les Pyrénées bien avant que Parmentier ne les lança à Paris et dans le reste de la France. Arquet note que euh, dès le milieu du XVIIIe siècle, on fait mention de la culture des pommes de terre en Couserans et en Bigorre. En 1769, le clergé du Val-Espire, c'est dans les Pyrénées-Orientales, exige une lime sur les pommes de terre. Et puis, on dit que dans la région de Massat, on produit dès le XVIIIe siècle beaucoup plus de pommes de terre que l'on en consommait et on va même en exporter. Et on se souvient de la qualité de ces patates de montagne sur le versant nord comme sur le versant sud, qui parle encore des pommes de terre de Héas. Et puis, côté sud, en Aragon, les patates de Borao étaient célèbres. Donc, donc, disparition des céréales sur le versant nord. Et si je vous parle de Borao, c'est pour faire une transition avec le versant sud. Sur le versant sud, l'agriculture de montagne pyrénéenne essayait de ménager une grande place aux Panares. Panares, P-A-N-A-R-E-S, c'est-à-dire les terres à pain. Les terres à pain ont reculé en Espagne sur les pentes. Les terrasses ont été abandonnées. Il s'agissait de terrasses étroites avec des murs de pierre toutes construites. Je vais d'ailleurs y revenir. Elles ont été abandonnées et c'est le retour des broussailles et du matoral. Et actuellement, l'évolution se poursuit de nos jours. L'évolution se poursuit de nos jours avec le recul des céréales. Regardez sur cette première photo de la diapo, celle de gauche, c'est la vallée de l'Ezera, photo prise en juin 2019. D'abord, on voit qu'il n'y a pas de blé, tout est couché en prairie. On voit que sur ces pentes, la végétation a repris ses droits et surtout, marque, donc couchage en herbe, et surtout marque du recul. Regardez la largeur des haies. Il y avait là un bocage, je vais y revenir, et ces haies sont en train de devenir des rideaux d'arbres, bien sûr. On va, on va retrouver quand même des emblavures dans les parties les plus basses du versant sud, en Aragon, en Navarre, en Catalogne. On va les retrouver en dessous de 1000 mètres, de 800 mètres. Et j'ai montré cette photo prise en mars 2012 avec un beau ciel de printemps, comme quoi en Aragon, il n'y a pas toujours que du ciel bleu. Et là, on voit un champ de blé comme planté d'oliviers.
on est à 700 mètres d'altitude dans ce village de Radiquero qui est voisin de celui d'Alquessar, mais il fait froid. Et si vous regardez bien la photo, vous constatez qu'au pied de chacun des oliviers, il y a une petite butte de terre destinée à protéger l'arbre des rigueurs de l'hiver et des coups de froid, parce qu'on est quand même en montagne. Donc, dans les parties les plus favorables du versant sud, les emblavures se maintiennent, mais la vie agricole a déserté les pentes, les fonds de vallée sont couchés en herbe, et c'est la première étape du recul des activités agricoles généralisées sur le versant nord, et qui concerne aussi les hautes vallées de la montagne navarraise, les hautes vallées de la montagne aragonaise, aranaise et catalane. Il s'agit d'une première étape que cet abandon de l'agriculture parce que il y avait de l'irrigation. Il y avait de l'irrigation, surtout sur le versant méditerranéen, versant sud et partie orientale des Pyrénées, mais aussi irrigation sur le versant nord, dans la partie centrale, irrigation pour les prairies par gravitation, avec des bâchères, avec des canaux comme ceci. D'abord pour les prairies, pour faire une deuxième coupe de foin, en gascon on arredaille, et voire une troisième, mais aussi pour irriguer les parcelles à céréales, puisque c'est des céréales de printemps, semées au printemps, il faut qu'elles démarrent vite, et on mettait de l'eau de façon à ce qu'elles poussent vite. Ensuite, elles étaient bien démarrées quand il y avait la chaleur relative des mois d'été pour leur permettre de mûrir. Alors, ces canaux s'appellent les bâchères en gascon du Béarn. Ils permettent de démarrer les céréales, ils permettaient aussi de démarrer les pommes de terre, ils permettent enfin de faire des coupes de foin. Donc, je vous ai montré ici dans la région de la Tête, dans la région de Prades, toutes ces parcelles irrigables qui ont été étudiées par M. Thierry Ruff, que je mentionne en bibliographie dans une étude qui date de 2000. Alors, on n'est pas sur des canaux comme les canaux de l'agriculture industrialisée, des grands périmètres irrigués, des contrebases espagnoles ou de la Provence ou du Languedoc. Bon, c'est des canaux qu'il faut bien curer. Actuellement, on essaie de sauver au maximum sur ces canaux leur existence et il y a des volontaires qui viennent les curer, mais tout ça, j'en reparlerai dans la troisième partie de mon propos ou la prochaine fois. Donc, en Espagne aussi, euh, la, la disparition des céréales s'est marquée par la disparition de cette jachère. Il y avait un système en Espagne qui s'appelait año y vez, c'est-à-dire on cultive une année et puis on laisse la otra vez, l'autre fois, la terre se reposer. Et alors là maintenant c'est año y año, puisqu'on met sur les parcelles tractables, on va mettre des engrais, et puis on met año y veces, c'est-à-dire on laisse tomber la culture plusieurs années, et souvent on la laisse tomber définitivement. Ça m'amène à passer, je regarde l'heure, à la deuxième partie de mon propos. Récemment disparue, la céréaliculture reste sous-jacente dans les paysages actuels. Alors, en introduction, souvenez-vous, j'ai utilisé le mot palimpseste. Un palimpseste, c'est un de ces textes que l'on retrouve sous les parchemins du Moyen-Âge. Faute de papier, de support, on les avait recouverts de peinture pour mettre les comptes des abbayes, etc., etc. Et dans les paysages actuels, la céréaliculture réapparaît pour peu que l'on gratte le paysage actuel. Donc on applique cette définition de palimpseste dans son acception géographique et bien sûr, on va opérer par trace, bien sûr. Et ça se retrouve d'abord dans la forme des champs, ensuite dans le nombre d'espaces pour le battage et enfin dans un certain bâti.
Il s'agit donc de voir ces traces de l'ancienne céréaliculture. Alors, les champs, les champs de céréales se voient encore dans les paysages. Alors, avec cette photo de la vallée de Campan, prise en 1900, d'abord on constate qu'il y avait beaucoup plus de champs de culture que maintenant. Le recru arbustif est devenu très très important. Et il s'agit toujours, on le voit là, vous voyez, de champs entourés d'arbres, de frênes, de haies. C'est un bocage et en petites parcelles. Et on le voit Bizières en Ossau, photo prise en 2020 en prenant la route qui monte au Bénou. Voilà, on voit ces parcelles. Et toutes ces parcelles, bien au sud, on est sur une soulade remarquable, étaient cultivées en blé. Et j'étaye mon assertion par mes souvenirs personnels. Je me souviens très très bien, dans les années 50, d'être venu dans cette vallée d'Ossau et d'avoir vu autour de Bière des champs de blé, bien sûr, que cultiver les paysans, c'est une situation favorable, hein, mais que cultiver les paysans pour leur propre approvisionnement personnel. Et alors en Espagne, on était dans une grande séparation, et dans la partie méditerranéenne, à l'est de la chaîne, avec la céréaliculture qui pouvait être cultivée en sec, on parle de secano, et puis la céréaliculture irriguée, et cette céréaliculture irriguée, on appelle ça des vegas. Une vega, des vegas. Vous retrouvez le terme vega dans Las Vegas en Californie et surtout dans le nom de Zorro qui s'appelle Don Diego de la Vega. Mais je ne vais pas vous parler de Zorro parce que l'heure a tourné. Ce que je remarque pour revenir à ma diapo, c'est ces petits champs exigus dédiés aux céréales, au blé, au seigle, que l'on moissonnait, on va le voir manuellement, que l'on fumait, on l'a déjà vu sur cette photo, en amenant le fumier avec des brosses, voire avec des traîneaux, et je n'ai pas trouvé de photo de traîneaux satisfaisante pour vous en montrer. Il s'agit chaque fois de paysages construits, construits de main d'homme, avec les haies, bien sûr, mais aussi des murailles qui font des petites terrasses, souvent étroites, pour faire passer une arère sur le versant sud. Deuxième espace, les espaces de battage. Il faut battre ce blé. Nous avons là toute une série d'activités qui ont complètement disparu. On parlera de la folklorisation et de la muséification la prochaine fois. Mais en 45 encore, Demangeon note, ouvrez les guillemets, dans les hautes vallées du pays de Foix, on dépique encore au fléau. On est en 1945, au milieu du XXe siècle. Et alors en Espagne, en Aragon, voyez-vous, chaque maison, maison au sens pyrénéen du terme, hein, avec un grand thème, c'est pas posséder une aire à battre, la voilà, et puis ici un paillet, là on est dans le Haut-Aragon, et là ici je l'ai retrouvé parce que ça a été transformé en gîte rural. Et puis une carte postale de collection prise à Murillo de Gallego. Vous voyez au fond les Mayos de Riglos, donc c'est sur le versant sud, nous montre le vanage qu'est en train d'opérer cet homme, et puis avec ces grandes pelles à pousser, la mise en tas du grain. C'était un travail pénible, nous y reviendrons. C'est un espace plat, bien sûr, que cette aire de battage. Chaque maison possédait son aire de battage, et puis c'est un travail long. Il fallait d'abord dépiquer, ensuite il fallait battre, vanner, mettre en tas. Nous reviendrons sur toutes ces opérations. Alors, ça a disparu très rapidement, ce battage, dans les années 30-50 sur le versant nord, dans les années 60 sur le versant sud, et ceux qui sont allés en Espagne dans les années 60 se souviennent de l'avoir vu fonctionner. Mais il y avait des formes de modernité dès le début du XXe siècle, avec des
des machines à battre qui permettaient de faire des battères, ici une machine à vapeur, mais vous avez eu dès l'entre-deux-guerres des moteurs à huile lourde, les premiers diesels qui faisaient une fumée épouvantable, mais qui soulageaient le travail. Donc, premier élément, les paillets euh, et les aires de battage. Deuxième élément, premier élément, pardon, les champs. Deuxième élément, les aires de battage. Troisième élément qui reste, les moulins. Les moulins, alors ces moulins ont été conservés sur le versant nord. Voilà ici un moulin à Artalenswens. Voici ici un escalier de moulin à Arcisan-Dessus. Et je me rends compte que je n'ai pas mis de majuscule à Dessus et je viens de corriger. Voilà. Donc dans ce bâti, nous trouverons aussi les fours à pain, mais de ces fours à pain, je vous parlerai ultérieurement. Donc, les productions, et je vais arrêter là, c'est parce que je crois que je... Non, 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 non. Non, non, j'ai encore 10 minutes. Je crois que... Alors, les productions, on va voir les activités actuelles et puis la geste céréalière. Et dans la classe statistique des Pyrénées, j'ai mis deux cartes en miroir que j'ai photocopiées comme j'ai pu, et vous pouvez constater qu'elles sont un peu de guingois. Donc, euh, la carte de gauche montre les superficies toujours en herbe, c'est le fameux couchage en herbe que j'ai déjà mentionné, et puis la carte de droite montre les cultures annuelles. Et on se rend compte que les cultures annuelles, pour l'essentiel des céréales, les taches vertes, c'est les cultures irriguées, mais aussi l'arboriculture, sont, reportées à la périphérie. Alors sur le versant nord, c'est du maïs, sur le versant sud, c'est du blé, mais regardez un peu comme ces deux cartes peuvent se décalquer. On reviendra sur le rôle du maïs dans l'alimentation humaine. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que dans les statistiques, les prairies permanentes constituent dorénavant l'essentiel de la superficie agricole utile. Et j'ai quelques chiffres tirés de cet atlas des statistiques, et les chiffres qui sont là, mais ils sont illisibles, je vous les donne. En Midi-Pyrénées, on était avant le regroupement Midi-Pyrénées à Languedoc-Roussillon en Occitanie. En Midi-Pyrénées, c'est 21% des prairies permanentes de toute la superficie agricole utile. En Aragon, 28%. En Aquitaine, 28%. En Catalogne, 35%. Donc, nous le voyons, nous avons les céréales qui ont été remplacées par l'herbe. Et, comme, comme le dit Demangeon, la montagne, alors je vous lis tout le texte, les cultures fourragères refoulent la culture des grains, les prairies naturelles s'étendent aux dépens des champs arabes bleus et même des prairies artificielles. Et la phrase qui recadre tout, la montagne revient à sa vocation naturelle qui est de produire de l'herbe. N'empêche qu'il fallait manger et que les paysans pyrénéens, pendant des siècles, se sont évertués à produire des céréales et des céréales panifiables. Bon, cette disparition a été très rapide à l'échelle du temps agricole, bien sûr, et elle reste dans les mémoires. Et voilà un texte de Marcelin Béraud que je vous montre sur la diapo. Cultiver du sel en montagne. Tout d'abord, il a fallu semer et auparavant préparer, labourer le sol avec un attelage de 2 vaches, d'un mulet, d'un âne parfois, traînant une charrue sur des lopins de terre caillouteux et ingrats.
Jusque dans les quartiers de granges isolés d'accès difficile, on cultive assez fréquemment un minuscule champ de seigle, travaillé là, loin de tout, en des lieux invraisemblables. C'était pour avoir du seigle, mais aussi de la paille pour les toits. Alors, donc après, il y a un second paragraphe que je vous laisse lire avec les yeux sur la sortie de terre. Et puis, après, on vous dit comment on fait les andins précautionneusement, cassés en deux, parce que là, on moissonne avec une faucille. Et Marcelin Béraud, que je cite en bibliographie, de conclure, travail lent, fatigant, gestes répétés des centaines de fois. Marcelin Béraud a été un grand témoin de cette mutation ultra rapide. Il est décédé l'année dernière. Bon, alors, il était moins pénible, hein, de couper à la faux parce qu'on était debout. Et voilà, ici en Ariège, au début du siècle, de ce siècle, deux paysans, je dis début du siècle parce que je vois une 4L sur la photo derrière, un qui coupe à la faux, l'autre qui bottelle à la main. Que ça soit difficile plus ou moins, il n'empêche que c'est du travail qui requérait beaucoup d'efforts et qui illustre ainsi le précepte biblique: tu gagneras ton pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu as été tiré. C'est dans la Genèse, verset 3. Bien, je vous donnerai la suite à la prochaine séquence, avec pour terminer cette première partie, je la terminerai la prochaine fois, un recadrage des céréales dans les Pyrénées parmi les 7 grandes céréales. On verra la place du maïs et ça nous permettra d'ouvrir sur les parties 2 et 3 de la leçon. Alors, pour patienter jusque-là, je vous donne la bibliographie et puis je vous dis à la prochaine séquence qui aura lieu bientôt. Voilà, je, je, je vous remercie de votre attention. Au revoir.